Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous allez passer. Alors je voulais vous parler du Bitcoin aujourd'hui et de l'Ethereum. Alors le Bitcoin est en train d'exploser à la hausse, il nous prend 10%, vous voyez ici, c'est la dernière jambe de hausse. Et vous avez également l'Ethereum qui progresse assez bien, hein. On est sur une progression aujourd'hui de 6%. D'accord? Alors, pourquoi ça monte? Quelles sont les raisons pour lesquelles ça monte? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La grosse raison, hein, qui est reprise un peu partout, c'est l'upgrade de l'Ethereum. Il y aura effectivement une amélioration du réseau, ce que l'on appelle le merge, et ça va permettre effectivement à cette blockchain de devenir bien plus efficiente. Donc ça, c'est la première grosse raison. La deuxième raison, c'est le fait que, et là c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous voyez, alors l'euro il monte, DXY, donc c'est l'indice du dollar, et vous voyez qu'il baisse fortement. Alors il baisse assez fort depuis quelques jours, mais on ne peut pas vraiment parler d'une grosse baisse, hein, c'est une correction. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez suivi un petit peu la décision de la Banque centrale européenne d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui est une bonne chose. Et on voit ici que la BCE, elle augmente les taux d'intérêt sur les opérations de refinancement et les taux d'intérêt seront augmentés de 1,25, 1,50, 0,75% et ça prendra effet le 14 septembre. Vous voyez ici également que la BCE retire temporairement le 0% d'intérêt, le plafond, hein, 0% interest rate ceiling for remuneration of government deposits. Donc aujourd'hui même, les gouvernements, etc., devront payer, ce qui est tout à fait normal. Et donc la réaction du marché a été assez positive, hein, puisqu'on avait un euro qui avait quand même cassé des plus bas historiques. D'ailleurs, c'est la même chose, hein. Vous voyez ici, on a cassé vraiment un plus bas depuis novembre 2002. D'accord? On l'a cassé ici. Là, on est reparti au-dessus, donc c'est très, très fragile. On est toujours en tendance clairement baissière. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire on n'est pas sur un marché. Euh, voilà, c'est assez flagrant. La même chose, hein, pour le GBP USD. On est sur quelque chose de très 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 vendeur. D'ailleurs, le GBP USD a cassé USD, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis USD. Le GBP USD a cassé un niveau, je vais vous mettre en 3 mois, un plus bas niveau depuis 85. Donc, on est sur vraiment le dollar aujourd'hui qui domine, hein. Ça, c'est le dollar à long terme. Et on voit bien que le dollar domine, que le dollar, hein, ici, vous voyez ici le précédent point haut du dollar, c'était en 2004. Donc c'est un plus haut sur presque 20 ans, hein, sur 18 ans. Si on prend ça 2004-2003, donc c'est un plus haut sur 18 ans. Et on voit bien que c'est la cassure d'une grosse résistance. D'ailleurs là, si on prend ce niveau, ouais, on serait plus en 2013, hein. Vous voyez ici, ouais, 2002, pardon. Donc c'est un plus haut sur 20 ans, hein. Vous voyez ici le plus haut, on va le bouger un petit peu. Voilà. Waouh! C'est un plus haut depuis 2002. Donc on est en train de taper les niveaux depuis 2002. Et ensuite, on a un niveau qui a été tapé en janvier 2002. Et ce niveau, si on le dépasse, ce sera un plus haut depuis 86. Voilà, ça c'est sur le dollar. Et ça, c'est le dollar contre toutes les autres monnaies. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, le dollar aujourd'hui devient la principale valeur refuge. Et ouais, c'est étonnant parce que même le yen, hein, regardez ici, USD yen, et on va voir, vous voyez le yen ici qui casse un plus haut depuis 2002. Et c'est vraiment un gros niveau. Et si ça continue, parce que là, ce sera un niveau depuis les années
Ouais, début 90. Donc, vous voyez, les grosses monnaies, parce que les plus grosses monnaies au monde, c'est le yen, c'est l'euro, c'est le GBP. Hein, c'est vraiment les paires, ce que l'on appelle les paires majeures. On pourrait également prendre la monnaie chinoise. Alors, la monnaie chinoise, c'est une situation un peu différente. Mais même par rapport à la monnaie chinoise, on n'a pas autant d'historique, mais on se rapproche des plus hauts historiques sur la monnaie chinoise. C'est assez impressionnant. Ça veut dire que le dollar, là, par là, il va faire un plus haut contre le yuan. On n'y est pas encore, hein, il y a encore de la marge. Sachant que, vous voyez, ici en 2021, ça avait fortement baissé. Donc, on est clairement à la croisée des chemins. Mais on voit bien que le dollar est en train de taper très fort. Pourquoi? Parce que en période d'incertitude, et ça c'est quelque chose qu'on nous enseignait il y a très longtemps, on a ce que l'on appelle le flight to quality. D'accord? Et la quality, c'est les US, bizarrement. C'est le dollar. D'accord? Et auparavant, c'était même les obligations américaines. Aujourd'hui, les obligations américaines sont pourries. Hein. On va prendre TLT. Bon, c'est bien baissier, quoi. Hein. Donc, les obligations américaines ne sont plus une sécurité. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans cette ère de hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est très normal, c'est très logique que les obligations s'effondrent. Mais ici, en fait, on s'aperçoit que le dollar monte et fait des records historiques contre toutes les autres monnaies. C'est juste impressionnant. On remarque également que l'économie américaine, alors certains vont me dire, oui, mais Tammy, non, l'économie américaine est celle qui est je dirais, en bonne santé, ou du moins en meilleure santé que les autres. Vous voyez ici le taux de chômage des États-Unis, il a 3,7%. Bon, c'est pas, mais c'est quand même très très faible. Regardez, c'est des plus faibles niveaux historiques. Hein. Regardez, là on est à 1900. Donc on est quand même. Les gens qui vont me dire, ouais, Tammy, t'exagères. Non, 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 non. Le taux de chômage aux États-Unis est extrêmement faible. Et pourquoi aujourd'hui les États-Unis parlent d'augmenter les taux d'intérêt? Et si on compare avec, je ne sais pas moi, je vais prendre, il y a deux pays, allez, soit la France, soit l'Allemagne. Je vais prendre la France d'abord. D'accord? France. Je ne sais pas s'il va me faire le truc. Ah ouais. Et on va mettre unemployment rate. OK. Alors? OK. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, on voit le taux de chômage de la France qui est par là. D'accord? En noir. Et le taux de chômage des États-Unis. Et le taux de chômage de la France, il est quand même élevé. Hein. C'est un chômage structurel. Regardez, ça, c'est les années 70. On avait un taux de chômage faible. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir. Et puis, on a, depuis les années 80, vous voyez la gauche qui est arrivée au pouvoir, mais le taux de chômage en France était très faible. Et puis, on a eu ce que l'on appelle un taux de chômage structurel. On n'a jamais baissé sous les 8%. Ça s'explique par plein de choses. Hein. Un marché du travail beaucoup moins flexible, un marché du travail compliqué, c'est-à-dire tout ce qui est le droit du travail, etc. Tout ça, ça fait que les entrepreneurs, voilà, et puis bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà, une certaine dualité du marché du travail avec ce que l'on appelle des insiders, des outsiders. C'est-à-dire, il y a des gens qui, voilà, ont fait des grandes écoles, soit font partie du système, etc. Bref, très très compliqué, mais ça explique pourquoi le taux de chômage est resté élevé. Donc, pour les États-Unis, par exemple, le fait que le taux de chômage soit aussi important, c'est un gros problème. Pourquoi? Aussi faible, pardon. C'est un gros problème. Pourquoi? Parce que sur un plan d'inflation, c'est grave. C'est-à-dire que
aux États-Unis, par exemple, Walmart rémunérerait ses conducteurs ses transporteurs, d'accord, environ 100 000 dollars par an. Vous imaginez, ça veut dire que c'est des salaires très très élevés parce que le taux de chômage est très faible et donc ils n'ont pas d'alternative. Donc aux États-Unis, le fait que le chômage soit très faible fait que on peut négocier son salaire à la hausse parce qu'il y a une demande. Et ça crée également une grosse tension. Mais en France également, hein, il y a des gros problèmes de recrutement, beaucoup de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter, qui n'arrivent pas à trouver les bonnes compétences, etc., etc., etc. Mais tout ça pour dire que les États-Unis sont les grands gagnants de la situation actuelle, mais cette situation n'est pas bonne, hein, et je ne vais pas trop développer cette vidéo, mais la hausse des taux d'intérêt commence à avoir un impact sur le marché de l'immobilier. Et sur le marché de l'immobilier, on commence à avoir des signaux très très négatifs. Et même en Europe, en Suède, on commence à avoir des gros problèmes d'immobilier. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, Tammy, on veut une vidéo sur l'immobilier, parce que là, il y a ça commence à sentir le roussi aux États-Unis, mais également en Europe. Et je vais finir avec la partie sur les indices. On voit ici que les indices, ils tiennent, d'accord? Alors, c'est pas extraordinaire, hein. Ça peut être juste une petite reprise et ensuite ça se casse la figure, hein. C'est pas, voilà. Mais on sent que là, la décision de la BCE d'augmenter les taux d'intérêt, la baisse du dollar, légère baisse du dollar, etc., ça allège un petit peu le fardeau de... Voilà, mais on a des gros problèmes qui arrivent parce que l'économie européenne, elle est confrontée vraiment à un gros défi sur le plan de l'énergie. Peut-être que ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Le marché immobilier qui commence à faiblir. Et puis, on est encore dans une grosse incertitude. Mais vraiment, et c'est ça ce qui est incroyable, c'est les États-Unis et le roi dollar. C'est ça ce qui est incroyable, c'est que le dollar domine toujours. Et c'est vrai que le Bitcoin actuellement se comporte plutôt bien, ouais, se comporte très bien même, mais oui. Et comme ça, je vais bien conclure ma vidéo. Je pense que vous avez vu mes anciennes vidéos, notamment sur le Bitcoin, hein. Et alors, ok, je vais mettre en weekly. Ah oui, ok, super. Je pense que vous avez tous vu mes anciennes vidéos. J'ai beaucoup insisté sur cette bougie que j'appelle une bougie de contrôle. D'accord? Cette bougie, elle s'est dessinée en juin. Et depuis, on a quasiment eu 2 mois ou 3 mois de surplace. Et en fait, ce que fait le marché actuellement, c'est ce qu'on appelle des portes de saloon. À un certain moment, ça monte, et les gens se disent, ça y est, c'est parti. À un autre moment, ça baisse, ça y est, la baisse, on va dessiner un nouveau point bas. Ça monte, ça y est, c'est le marché haussier. Ça baisse, aïe, c'est la cata. Et en fait, beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils essaient d'anticiper ce qui va arriver. Et moi, mon école, c'est la patience. Alors, je vais vraiment, et je suis en train de bosser sur des programmes, sur ce que l'on appelle le value, etc. J'ai étudié plusieurs investisseurs, dont Warren Buffett, hein, et plusieurs investisseurs value ont affirmé qu'ils pouvaient rester 3 ans,
4 ans sans rien faire. Et je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Wise, Rich and Happy. Ce bouquin, il est magnifique. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que la grande majorité des investisseurs raisonnent de la même manière. La clé pour réussir, c'est la patience. Et très peu de gens sont patients. En fait, la grande majorité des investisseurs, des bons investisseurs, hein, pas des rigolos ou des gens qui se disent, non, non, des bons investisseurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en fait, un investisseur, il n'est pas payé à passer des ordres, il est payé à ne rien faire, à attendre. Et en fait, beaucoup de gens veulent passer immédiatement à l'action. Ils veulent acheter, Tami, c'est quoi le titre à la mode? Tami, qu'est-ce que je dois faire? Tami. En fait, parfois, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. C'est juste d'attendre. Et ça, très peu de gens le comprennent. Pourquoi? Parce que si par exemple, moi, je te dis, OK, allez, je vais te vendre des signaux d'investissement. Et je te dis, OK, bah, tu fais rien. Tu fais rien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Tu vas me dire, Tami, tu te fous de ma gueule. Tami, tu me prends pour un con parce que normalement, je devrais faire des choses. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup d'investisseurs, des très, 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 très bons. Ils disent, en fait, tu dois rien faire. Tu dois attendre. Et ça, c'est très dur. Et donc, ce concept de bougie de contrôle, il est puissant. Pourquoi? Parce que tu fais rien. Tout le monde s'excite là. Tout le monde s'excite. Ça monte, ça y est, Tami, il faut acheter. Ça baisse, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre mon argent. Ça monte, ah là là, Tami, tu m'as fait rater le point bas. Ça baisse, ah là là, Tami, t'aurais dû me dire qu'il fallait pas acheter. Bref, ça monte, ça baisse. Mais en fait, le plus important, c'est de sortir de ce piège à con. Et en fait, c'est là où la bougie de contrôle devient intéressante. Pourquoi? Parce que dès le départ, elle nous dit, voilà, il y a un marché qui a bien décalé, il y a une psychologie dominante qui est pour le moment baissière, mais tant qu'on reste là, on ne fait que digérer la baisse. Mais le directionnel, on va le retrouver en cassure du précédent point haut ou du précédent point bas. Et tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux, on ne fait rien. Ou alors, ici, ce qu'on appelle l'univers des scalpers ou des day traders. Je ne dirais pas des swing traders parce que il n'y a pas de vrai directionnel. D'accord? On est quand même dans un gros range. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, ça s'appelle de la stratégie. Sun Tzu, hein, l'art de la guerre, il y a tout d'abord cette phrase que j'adore, l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Et on est bien d'accord que l'investissement, c'est de la guerre. D'accord? C'est de la guerre psychologique, c'est également, vous êtes confronté à d'autres investisseurs, d'autres traders, d'autres gérants. Et donc, l'idée, c'est pas de nécessairement combattre. Parfois, tu n'as pas besoin de combattre. Tu as juste besoin d'attendre. Or, beaucoup de gens, ils pensent que si tu ne fais rien, c'est que tu es un loser ou que tu as peur. Non, parfois, il faut attendre. D'accord? Moi, je vous invite à étudier Sun Tzu. J'en parle beaucoup dans mon bouquin L'art du trading. Il y a toute une partie sur l'art de la guerre. Et ici, le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. La même chose. C'est-à-dire, pourquoi te battre? Et c'est ça. Tu peux gagner sans avoir à faire n'importe quoi ou à attaquer. Et puis, il y a une autre phrase. L'invincibilité se trouve dans la défense. Et la défense, parfois, c'est de ne pas investir. C'est de ne pas se positionner, c'est d'attendre. La possibilité de victoire dans l'attaque, la possibilité.
Ça ne veut pas dire la possibilité, mais l'invincibilité se trouve dans la défense. Donc, le plus important, beaucoup de gens, encore une fois, ils veulent se positionner à tout prix. Non, non, défends-toi d'abord. Et c'est celui qui se défend montre que sa force est inadéquate. Celui qui attaque, qu'elle est abondante. Bref. Et puis, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Il faut se former, il faut avoir une stratégie, il faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se précipiter, etc. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.